Dernier exposé fait par Daniel Brissot, qui est professeur à Grenoble INP dans le domaine du génie industriel, qui est vice-président conseil d'administration de cet établissement et qui est ici à titre de coordinateur de l'ARP et à qui revient la lourde tâche de faire un point d'étape sur l'ARP où justement on essaie de voir tous ces aspects-là un peu plus de façon transversale. Donc tu as 30 minutes, c'est ça? Je te dis quoi, au bout de 10 minutes, je te dis stop ou pas stop, mais je te dis... Ouais, par exemple. Voilà, donc bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter ce travail. Au nom des 3 réseaux académiques qui ont structuré la réflexion et au nom des 40 experts qui ont participé. Peut-être pour commencer un peu la genèse de l'atelier. En juin 2011, à l'initiative de Philippe Fraissinet et Jean-Pierre Chevalier, l'ANR lance un appel à projet pour une réflexion sur les systèmes de production du futur. Leur constat à ce moment-là, c'est que la recherche n'est pas structurée pour répondre aux défis d'un pays industriel, et d'autre part que d'autres pays ont commencé à construire des programmes de recherche sur ces thématiques-là. C'est bien une initiative de l'ANR qui a eu la chance, un an plus tard, d'être rejoint par une grande cause politique majeure, le redressement productif. Et on voit bien, avec un ministère d'un tel nom, toute la pression, en quelque sorte, que met la société sur son industrie. Il y a dans tout ça un changement remarquable de paradigme pour le développement économique et social de la France. Le concept « produire sans usine » du début des années 90 renvoyait à la fois la production industrielle en back-office des activités et la science de la production plutôt dans les pays à bas coût de main-d'œuvre. Cette vision annonçait des difficultés économiques à court terme, puisque pas de production amène assez logiquement pas d'emploi, pas d'exportation, mais surtout, peut-être ce qui nous intéresse plus là, à moyen terme, parce qu'on voit bien que si on ne maîtrise pas la production, on n'est pas réellement en position de concevoir et en position d'innover. Alors nous préférons aujourd'hui plutôt un produire avec science et innovation qui permet tout autant que la première version d'aller vers une société de la connaissance que l'Europe veut construire. En effet, associer production industrielle et recherche et formation permet de remettre à nouveau le progrès au service de toute la société. Les nouveaux défis sont plutôt dans les nouveaux produits et les nouveaux services qu'il faut concevoir, mais aussi dans les nouvelles façons de travailler et de concevoir qu'on va mettre en place. Cette nouvelle posture est gagnant-gagnant, et c'est sûrement là le point intéressant. Gagnant pour l'industrie qui retrouve de fait une place de choix dans le développement économique et dans le développement social, une chance gagnante aussi pour le monde scientifique qui retrouve réellement une légitimité de savant capable de créer le progrès technologique et social en réponse à des demandes de la société. Alors la commande à la recherche était clairement une contribution à la réindustrialisation de la France. Chose un peu compliquée qui nous a amené à de vastes discussions puisque la science, pas plus que l'industrie, ne respecte les frontières. Alors nous l'avons compris comme toute action qui a des retombées sur les personnes vivant en France de manière à se sortir de ce piège. De quoi parle-t-on avec système de production ? De l'industrie et des services à l'industrie qui ne sont pas dans les mêmes classifications administratives, des PME, ETI, grands groupes, start-up qui forment le système industriel, de logiques qui se croisent avec des visions territoriales de pôles de compétitivité, des logiques par filière avec les syndicats professionnels, de guichets multiples dans à peu près tous les ministères, économie, travail, formation professionnelle, mais aussi dans écologie, transport, mer, agriculture, sécurité sociale, tout ce que l'on veut, à peu près partout. Et même la science s'y met dans cette décomposition, car les sciences de la production sont irriguées, et on vient d'avoir un certain nombre d'exposés juste avant, par la mécanique, par l'automatique, par l'informatique, par les matériaux, par l'économie, par la gestion, par la sociologie, par le droit, et puis vous rajouterez ceux que j'ai oubliés. Cette fragmentation a été préjudiciable
au développement d'une vision intégrée des systèmes de production. Il s'agit maintenant de s'appuyer sur cette diversité d'expertises complémentaires pour les mettre en synergie dans une vision commune et une vision partagée des systèmes de production. Alors, que voulait l'ANR en lançant cet ARP? L'ANR, son objectif, d'abord d'avoir une ou plusieurs visions des systèmes de production dans une vingtaine d'années pour identifier les véritables verrous. Aussi, des éléments solides de manière à pouvoir définir un programme de recherche. Et puis, une communauté scientifique mixte, industrielle et universitaire, prête à s'attaquer à ces défis. Où en est-on aujourd'hui? Nous avons fait la partie prospective et nous avons sorti 3 scénarios. La communauté scientifique est relativement soudée dans une vision partagée sur les systèmes de production. Les orientations de recherche commencent à pointer et se mettent en place. Il nous reste à écrire proprement les thématiques de recherche plus précises, et cela sera fait dans le rapport final de l'ANR que nous rendrons pour l'été. Cet atelier a été initié par 3 réseaux académiques. Le réseau AIP Primeca sur la conception et la fabrication des systèmes industriels, le GDR Max, la communauté donc de la conception et du pilotage de la production, la Société française de génie des procédés dédiée au domaine des procédés. Cette communauté scientifique initiale très ingénierie a fait appel à toutes les expertises complémentaires nécessaires à la compréhension des systèmes de production. Une ouverture vers les industriels qui représentaient aussi bien les grands groupes que des PME et couvraient pas mal de domaines, de secteurs industriels, quoi. Et aussi un appel aux experts des sciences humaines et sociales, spécialistes de l'emploi, des conditions de travail, de la formation, du management, de l'innovation, de l'économie, bien évidemment, et j'en oublie encore certainement. Au total, donc, une quarantaine d'experts, une communauté assez disparate et très riche. L'atelier a été construit en 3 temps, comme normalement, en quelque sorte. Le temps de la compréhension, d'abord, où l'on a partagé les expertises pour avoir un diagnostic pertinent. Le temps de l'imagination, où l'on a construit les scénarios plausibles du futur, et le temps de la proposition, où l'on transforme ces scénarios en pistes de recherche. Un système de production, c'est 3 éléments qu'on met en synergie pour créer un produit. Il faut des humains, des technologies, des organisations. Nous avons étudié les grandes tendances et les ruptures possibles pour chacun de ces éléments et construit ainsi 3 images possibles des systèmes de production souhaitables en 2030. Alors, nous avons d'abord envisagé les systèmes de production tirés par le développement des technologies à haute valeur ajoutée et regardé comment se comportaient alors les autres éléments, les humains, les organisations, pour s'adapter dans cette évolution. Nous avons aussi considéré que le rapprochement des systèmes industriels et des territoires serait une tendance lourde du futur et donc mis en avant un scénario plus basé sur l'évolution des organisations. Et enfin, 3e scénario, nous avons considéré que c'est le renouveau du contrat social qui tirerait l'évolution des systèmes de production. Je vous donne ici simplement l'esprit des 3 scénarios. Alors, le premier scénario est tiré par les technologies à haute valeur ajoutée. Il part du principe qu'il y a une réaction collective et volontariste de l'Europe, États et industriels réunis, pour prendre les choses en main. Premier grand principe, l'économie européenne progresse tirée par les innovations technologiques. Il s'agit donc de susciter ces innovations et de les soutenir, et principalement de faire des choix sur les technologies prioritaires. Deuxième grand principe, il faut une régulation européenne forte, avec des réglementations relativement ambitieuses en qualité environnementale et sociale, mais aussi des politiques publiques ciblées et une certaine spécialisation des territoires. Voilà les grands principes tels qu'on peut les mettre en avant. Le reste est de dériver à partir de ces principes les technologies qui sont nécessaires, les qualifications qui leur sont associées, et ainsi dérouler un scénario complet. Le second scénario est plus tiré par les organisations.
Il part du principe que si les États et les industriels ne prennent pas la main, alors ce sont les réseaux sociaux, les ONG, les citoyens qui peuvent la prendre. Les valeurs dominantes sont alors différentes et on parle plutôt de transparence, d'humanitaire, d'environnemental, de bien-être, de santé. Et en poursuivant, en tirant sur ces différentes pistes, on arrive à associer des types de produits à des territoires. Il y aura des produits locaux, il y aura d'autres produits qui seront plutôt européens ou d'autres qui seront plutôt mondiaux. Dans cette logique, les territoires sont mis en réseau de manière à avoir un système homogène et complet. C'est une production, dans ce cas-là, plutôt tirée vers le consommateur citoyen et qui, de fait, va fortement vers des solutions avec des services. Enfin, le troisième scénario est tiré par la refonte des rapports sociaux, un pacte social nouveau entre les consommateurs, les salariés, les entrepreneurs. Partant de cette responsabilité sociale, c'est en fait la formation qui est ultra prioritaire et qui est structurante dans ce scénario-là. La finalité des ressources humaines est de développer l'innovation. Dans ce scénario, tout le monde innove, en quelque sorte. Tout le monde est un peu concepteur, tout le monde est un peu producteur, tout le monde est un peu consommateur. Une fois qu'on a mis ça en évidence, la question qui nous est posée, c'est comment traduire ce travail en orientation de recherche. Alors nous avons extrait des scénarios, tous les enjeux sociétaux, et étudié systématiquement les verrous scientifiques et technologiques. C'est l'exercice qui nous était demandé. Alors prenons un enjeu essentiel qui fait consensus aussi bien pour la société que pour les industriels. Il faut des systèmes de production durables qui permettent à l'entreprise de continuer à produire de la richesse et à la génération suivante d'avoir du travail, un travail épanouissant dans un environnement propre. Là-dedans, considérons l'indépendance de l'Europe vis-à-vis des approvisionnements en matières importées. La réponse est connue, il faut recycler pour réutiliser. On l'a vu il y a peu de temps. Les circuits de récupération, les technologies de recyclage sont en cours de développement, en cours d'installation et sont même en plein développement. La question qui nous importe, c'est comment on passe à une échelle pleine. Ça demande autant un changement sociétal qu'un changement industriel. La matière que j'utilise, que je viens d'utiliser, moi, individu lambda, comme chacun d'entre nous, je dois la rendre, la remettre à disposition, de manière à ce que dans un cercle vertueux, j'ai un droit, en quelque sorte, de matière pour pouvoir acheter de nouveaux objets. On voit bien que dans une logique telle que celle-là, on entrevoit un changement nécessaire de comportement des consommateurs. On imagine aussi la complémentarité qu'il y a entre l'industrie et les pouvoirs publics pour l'organisation à mettre en place pour ces circuits aussi compliqués. On voit aussi la nécessité de nouveaux développements technologiques pour les technologies de recyclage, de manière à pouvoir transformer un produit A en un produit B qui serait réellement différent du premier. On se dit même que pour cet enjeu-là, on change un peu la hiérarchie des métiers et on s'aperçoit que les métiers peut-être de déproducteurs ou des métiers de reproducteurs sont tout aussi valorisants et même plus que des métiers plus historiques de producteurs. Tout est lié. Et si on veut atteindre l'objectif, il faut bien jouer sur ces liaisons. À la fois dans la complémentarité qu'il y a à toutes ces questions que je viens de soulever, mais aussi ou surtout à l'interface de toutes ces questions, à l'interface de toutes ces disciplines. Et c'est bien là un point essentiel des systèmes de production. La question des systèmes de production est fondamentalement pluridisciplinaire. On peut voir aussi, peut-être en complément, s'intéresser au bilan carbone. Les chaînes logistiques sont montrées du doigt depuis fort longtemps. Elles génèrent plus de besoins de transport, donc les fameuses tonnes-kilomètres dont on entend parler, que l'on baisse actuellement la consommation et les émissions de moyens de transport. Donc en permanence, les chaînes logistiques contribuent à augmenter les émissions de CO2. Donc la question est bien comment faire pour atteindre un objectif de facteur 4 et diviser tout ça. Là aussi,
on voit bien que ce n'est pas un problème d'optimisation de l'organisation actuelle. Il faut rechercher toutes les racines, revoir tout ce qui génère ces émissions et repenser assez largement les lieux de production, le rôle des stocks, les moyens de transport, plein de choses qui semblent être établies et qu'il est nécessaire de bousculer. Ça ouvre un vaste débat sur les orientations technologiques, débat qui va de pair avec les politiques générales de transport et les politiques générales de développement des infrastructures dans le pays. Alors, pour répondre à ces enjeux, on ne part pas de zéro. Le travail que l'on a fait le montre assez. Les industriels et les scientifiques apportent déjà des réponses ou des parties de réponses à tous les enjeux qu'on a pu mettre en évidence. Pour certaines réponses, nous sommes même plutôt en pointe, si on regarde un peu tout ce qui se passe. Pour d'autres, on a un potentiel certain, il s'agit peut-être qu'on le mobilise. Mais il y en a quand même certaines qui semblent assez stratégiques, et il faudrait là certainement des catalyseurs pour être capable de mettre en marche le dispositif. Nous avons finalement convergé vers 3 grandes mutations qui vont fortement affecter les systèmes de production du futur et qui peuvent structurer la réflexion sur la recherche. 1. L'industrie devient un acteur central et ouvert de la société dans laquelle elle vit, et ça nous amène à repenser ce qu'est une performance industrielle. 2. De nouveaux acteurs rentrent dans le cercle des acteurs des systèmes de production, et là il s'agit plutôt d'inventer la manière d'interagir entre toutes ces personnes. Et 3. Une révolution industrielle est en train de naître avec des technologies diffusantes génériques, et là il faut rapidement s'intéresser aux usages et comment construire ces usages avec ces nouvelles technologies. Première mutation, les systèmes industriels deviennent des acteurs centraux de la société. L'industrie sort de sa relative autarcie pour reprendre une place légitime au centre de la société. Le défi, là derrière, c'est qu'il faut que les systèmes de production aient les propriétés que la société attend. Il y a une demande de création de richesse, bien évidemment, mais aussi une demande de sécurité, une demande d'emploi, une demande de travail agréable, de respect de l'environnement. En fait, aujourd'hui, plutôt une demande générale de bien vivre. L'objectif scientifique global, dans ce cas, est de concevoir ces nouveaux systèmes et être capable de les piloter en obtenant la performance attendue. À partir de cet objectif général, on le décline en sous-objectifs et eux-mêmes sont abordés par des thématiques à étudier. Sur ce premier mutation, en premier lieu, on a un sous-objectif sur l'élément structurant d'un système de production, la chaîne logistique. Bon, on voit les différentes thématiques qu'il est nécessaire d'aborder. Il va falloir travailler sur les contrats entre les entreprises. Il va falloir travailler sur les organisations à différentes échelles, si on veut aller du local jusqu'au mondial. Il va falloir travailler sur les circuits bouclés, c'est des choses qu'on a déjà abordées. Deuxième sous-objectif, il y a aussi un besoin immense de sécurité. Sécurité aussi bien en dehors de l'entreprise que dans l'entreprise. Troisième, on voit bien que là aussi la nécessité d'une approche nouvelle pour l'utilisation des ressources, alors que c'est très bien qu'elles vont être chiches, c'est plus difficile à avoir. Quatrième, là aussi, une attente de changements relativement radicaux dans les modes de consommation qui viennent rediscuter les valeurs qu'il y a dans la société. Deuxième grande mutation, des acteurs nouveaux dans les systèmes de production et des acteurs qui ne sont pas des techniciens de la production. Il est indispensable de leur donner la place qu'ils doivent avoir. Ils ne sont pas demandeurs d'être uniquement des prescripteurs. Il est aussi nécessaire qu'ils soient intégrés dans le système de production lui-même en tant que co-concepteurs. Le défi, il faut que les systèmes de production permettent à ces acteurs de nature variée et de culture éloignée du monde industriel d'interagir avec le monde industriel. Une évolution des qualités des systèmes de production vers plus de responsabilité, plus de collaboration, des partenariats, de l'ouverture, de l'innovation, de la transparence est maintenant nécessaire. L'objectif scientifique global, c'est concevoir ces mécanismes qui vont permettre de transformer ces relations. Ces nouveaux acteurs sont assez différents les uns des autres. Le citoyen, les partenaires sociaux, les acteurs publics,
le monde de la recherche. Cette mutation, nous l'avons structurée en 3 grands sous-objectifs centrés sur les qualités entendues. Donc la collaboration, dans un monde moderne et ouvert, pose autant de problèmes humains que de problèmes techniques. Ou autant de problèmes techniques de problèmes humains, vous le mettrez dans le sens que vous voudrez. Voilà. La responsabilité sociale, qui est là derrière, questionne, entre autres, les éthiques, les modes de gouvernance, et pas seulement les rejets dangereux. Et puis l'innovation ouverte soulève carrément les nouvelles méthodes de travail, en particulier. Par exemple, comment les réseaux sociaux contribuent-ils à la conception d'un produit? Ou comment contribuent-ils à l'implantation d'une usine? Troisième mutation, l'arrivée des technologies diffusantes génériques d'un nouveau type va révolutionner les technologies de fabrication. En son temps, l'énergie a changé le travail physique, puis l'informatique, la gestion. Les quêtes changeront ce que l'on voudra bien qu'elles changent, à nous de l'anticiper. Le défi, il faut prendre en compte ces nouvelles capacités pour repenser les nouveaux systèmes de production. Ceci bouscule, bien sûr, les technologies et les organisations existantes, mais aussi annonce des conceptions vraiment différentes des technologies qu'on a inventées. Les usages de ces technologies sont à construire dans l'ensemble des dimensions des systèmes de production. L'objectif scientifique global, là, est de concevoir des technologies différenciantes qui donnent un avantage industriel et qui répondent aux besoins de progrès social. Le développement de ces technologies va de pair avec le développement des compétences associées. Les méthodes de conception sont particulièrement interrogées et seront certainement très différentes de celles qu'on a actuellement. Les sous-objectifs sont ici écrits de manière assez traditionnelle. Ils insistent sur les usages, qui sont trop souvent oubliés comme drivers de développement technologique. Le premier sous-objectif, le troisième sous-objectif sont très bien décrits dans les travaux de Manu Futur. On les retrouve à peu près mot pour mot là-dedans. La particularité, c'est que nous insistons sur la nécessité de bien penser l'évolution des ressources humaines et l'organisation du travail en même temps que ces technologies. Alors là, nous avons seulement survolé les grands enjeux scientifiques posés par le développement des systèmes de production qu'il nous faudrait en 2030. Nous ne sommes pas rentrés dans une description précise des thèmes de recherche, c'est le travail que nous sommes en train de terminer et qui sera inclus dans notre rapport final. Ce travail sera d'ailleurs enrichi par les travaux de la journée. Que retenir finalement? D'abord, l'ambition. Réindustrialiser la France est un défi de premier ordre. La science est prête à y participer, elle est en état de marche avec des laboratoires et des industries prêtes. Nous avons déjà des pôles d'excellence sur lesquels nous appuyer. Nous devons en créer d'autres pour des enjeux stratégiques. Nous ne pouvons cependant pas tout traiter et pas trop nous disperser, de manière à bien nous concentrer sur les problèmes qui améliorent à la fois la condition de la société dans son ensemble et celle des entreprises en particulier. D'un point de vue scientifique, on ne parle plus d'optimisation de solutions existantes, mais bien là de réelles transformations amenant des solutions nouvelles, que ce soit pour les technologies, que ce soit pour les interactions, que ce soit pour les organisations. Ceci questionne aussi les rapports entre les disciplines scientifiques et la façon de résoudre les problèmes par nature pluridisciplinaire. Ce n'est pas une habitude de la science de transcender ces cloisons, mais l'étude des systèmes de production ne supporte pas une simple juxtaposition des disciplines. Ceci questionne aussi les méthodes de travail en commun de l'industrie et de la recherche. Là, il s'agira d'inventer les infrastructures qui permettront ce travail, qui dépassent bien évidemment les modes de fonctionnement de projets collaboratifs actuels. Enfin, et surtout, il y a urgence à combiner un programme de politique industrielle et un programme ambitieux de recherche sur les systèmes de production. Les enjeux pour la société sont suffisamment importants
pour attendre des réponses rapides. Notre étude a montré que nous avons en France de nombreux pôles d'expertise, des pôles industriels, des pôles plus académiques et des pôles mixtes industrie-académique qui permettent d'être opérationnels très vite. C'est un programme scientifique national qu'il s'agit maintenant de construire et nous espérons que nos travaux y contribueront largement, j'espère. Merci de votre attention.